Et merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les responsables des stations de radio rurale ont été reçus par le ministre Fana Souma et sont appelés à travailler avec professionnalisme pour être plus proches des populations à la base. Zoom ce soir sur le cours d'eau de Kilissi au cœur de Kindia, offrant son eau aux habitants. Mais derrière cette image paisible, la rivière suffoque, celle qui abreuve, nourrit et fait vivre la ville est à bout de souffle. Coupe du monde de handball des moins de 19 ans. La Guinée poursuit ses matchs de classement. Elle était opposée ce jeudi aux États-Unis. Le Chili est sorti victorieux de cette rencontre. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus à la une de l'actualité ce soir. C'est la reprise des activités au Conseil national de transition. Les travaux de ce mercredi ont été consacrés à l'autorisation de ratification de 4 accords de financement, des accords qui concernent plusieurs projets de développement, notamment la réalisation d'infrastructures sociales de base. Le point avec Robert Siditorno. Après une légère interruption liée à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution par les membres du gouvernement, les séances plénières ont effectivement repris ce mercredi 13 août au CNT. Elles ont été essentiellement marquées par l'examen et l'adoption des 4 accords de financement. Le premier est relatif au financement du projet d'aménagement de la route inter-État Labé-Mali, signé le 5 février dernier pour un montant global de 30 millions d'unités de compte. Les avantages liés au caractère hautement concessionnel des conditionnalités financières présentées plus bas, commission d'engagement 0,75%, commission de service 1% par an du solde du prêt, taux d'amortissement 2,5% par an, durée du prêt 50 ans, période de grâce 10 ans, monnaie de remboursement dollar américain. La séance plénière a aussi permis l'autorisation de ratification de l'accord de financement entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA sur le projet eau et assainissement en Guinée et don de la Banque mondiale. Ceci dans le cadre de l'accroissement de l'accès de population aux services de production et de distribution d'eau potable dans le Grand Conakry à travers le renforcement de la performance opérationnelle et organisationnelle de la SEG. Les spécifiques se déclinent comme suit. Améliorer les conditions de vie des populations du Grand Conakry à travers des services d'approvisionnement fiables en eau potable. Contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène dans les établissements scolaires et réduire les maladies à origine hydrique. Réduire la pénibilité liée aux corvées d'eau dans les ménages. Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers le renforcement des infrastructures de base requises pour le développement des activités économiques dans le Grand Conakry. Autre autorisation de ratification, celle relative à la construction de l'échangeur d'Onco 5, signé entre la République de Guinée et le Fonds cohésien pour le développement économique des pays arabes. Elle s'élève à plus de 20 761 $ américains, vise à moderniser l'actuel Carrefour. L'institution parlementaire a enfin autorisé la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Le présent accord vise à renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Il comprend 13 articles et concerne les domaines prioritaires suivants. La lutte contre le terrorisme, notamment la prévention et la répression de son financement. La lutte contre la cybercriminalité, incluant la détection et la neutralisation des attaques numériques. À la suite de ces différentes adoptions, les recommandations ont été faites. Des recommandations auxquelles les ministres ont apporté des précisions. Ce projet, à l'instar de celui de Bambeto, s'inscrit également dans la vision de Simandou 2040
du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Les travaux à réaliser comprennent la construction d'un passage inférieur de 450 mètres en 2 fois 2 voies dans le sens de la transversale T4, l'aménagement d'un rond-point, y compris la réalisation des voies secondaires, la construction d'un pont autoroutier en 2 fois 2 voies sur 260 mètres, ainsi que la réhabilitation et l'élargissement de la route Le Prince sur 1,5 km. En apportant une eau potable fiable à plus de 2,6 millions de nos compatriotes, soit 570 000 ménages, pour la première fois, nous réduisons le poids des dépenses médicales, nous améliorons la productivité et nous créons un environnement propice aux activités économiques. Le président du CNT a mis l'occasion à profit pour demander au département ministériel concerné un suivi évaluation des accords adoptés. D'autres accords et projets sont sur la table de l'institution parlementaire pour examen et adoption. Coopération Guinée-Mali. Ce jeudi, le Premier ministre a reçu en audience une importante délégation malienne. Elle est venue porter le message des plus hautes autorités de Bamako. Les échanges ont porté sur la libre circulation, le commerce et la sécurité sous-régionale. Ousmane Bangoura, compte rendu. À la primature, le Premier ministre Amadou Ouriba a accueilli une mission de haut niveau venue du Mali, conduite par Moussa Aga Atayer, ministre des Maliens établis à l'étranger et de l'intégration africaine, introduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir Diallo. Nous vivons dans un espace géopolitique extrêmement conflictuel, avec des menaces terroristes et également de l'insécurité et plus exactement de la criminalité transfrontalière. Donc tous ces sujets-là ont été abordés par les équipes techniques des deux pays, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, et puis au nom du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et de toutes les forces de défense et de sécurité de la Guinée. Nous leur avons assuré l'engagement du gouvernement guinéen à ne rien ménager pour justement lever toutes les entraves à la libre circulation des personnes et des biens de part et d'autre des frontières dans les intérêts respectifs de nos deux pays. Présente en Guinée depuis 2 jours, la délégation malienne a porté la voix des plus hautes autorités de son pays. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder des sujets stratégiques qui lient Conakry et Bamako. Chargée entre autres de la gestion du personnel en mer, la Direction nationale de l'économie maritime accorde une attention particulière à la sécurité des marins. C'est dans cette dynamique qu'un programme de renforcement de capacité des agents est initié. Le programme porte sur l'utilisation des équipements de sécurité et les gestes de premier secours. Agassi Mouba pour des explications. La corporation des marins-pêcheurs se heurte fréquemment à des difficultés liées à l'exercice de leur métier en haute mer. Pour remédier à ces défaillances, des échanges sont organisés entre marins-pêcheurs, membres des comités locaux de protection en mer et cadres de l'administration publique. Ces rencontres portent sur les enjeux de la sécurité maritime, l'utilisation appropriée des équipements de sécurité et la maîtrise des gestes de premier secours dans le but d'améliorer les performances de la profession. Nous savons que la mer n'est pas comme la terre. La mer, c'est un lieu où il y a plusieurs défis, il y a le vent, il y a beaucoup d'autres choses. Dans les bateaux, pendant leur travail, ils sont confrontés à des situations très difficiles. Donc, ils seront équipés, ils seront outillés afin de confronter ces différents défis-là. La prévention va essentiellement porter sur l'adoption des gestes qu'il faut pour ne pas développer ces troubles musculo-squelettiques. Il s'agit de pouvoir faire des pauses régulières dans ce qu'ils font, de pouvoir être outillés à soulever des charges
convenablement à ce qui est prescrit. Cet espace de relance représente un levier pour accompagner ces acteurs vers le respect des exigences du département. Investir dans les compétences et le bien-être des gens des maires, c'est investir dans la pérennité et la prospérité de notre secteur halieutique. Notre ministère continuera à œuvrer pour que chaque marin pêcheur bénéficie des meilleures conditions de travail possibles, avec un accent particulier sur la sécurité à bord et la réduction des risques liés à ce métier. Le renforcement des capacités des gens de mer œuvrant dans le secteur de la pêche constitue pour le ministère de la Pêche et de l'économie maritime une opportunité de contribuer à l'amélioration des conditions de travail tout en jouant un rôle actif dans la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a entamé un nouveau programme d'innovation et de certification. Plusieurs cadres des services publics suivent une formation certifiante sur la conception, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. L'objectif vise à promouvoir une gouvernance moderne et efficace au sein de l'administration publique. Reportage de Mamadi Terna Kamisoko. À l'Institut national de formation et de perfectionnement, l'heure est au renforcement des compétences. Pendant plusieurs jours, des cadres issus des différents services publics suivent une formation certifiante consacrée à la conception, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Une initiative qui s'inscrit dans le pilier Simandou Academy du programme Simandou 2040 visant à développer le capital humain de l'État. À l'issue de cette formation, les administrateurs qui sont là seront capables d'élaborer des politiques sectorielles en concordance avec la vision Simandou 2040. Et quand on dit politique sectorielle, c'est un ensemble de programmes d'action et de développement. Ce que l'on attend de ce programme, c'est de comprendre comment les politiques publiques sont conçues et nous, en tant qu'opérationnels, comment est-ce que l'on s'intègre dans ce processus-là pour la mise en œuvre des politiques, leur suivi et évaluation, pour qu'ils soient des politiques impactantes pour la communauté dans laquelle nous travaillons. L'objectif est d'apprendre à analyser le contexte, définir les indicateurs pertinents, mettre en place des systèmes d'évaluation performants et communiquer efficacement les résultats afin d'éclairer la prise de décision. Le volet conception, suivi et évaluation des politiques publiques est une préoccupation fondamentale au sein de nos administrations publiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, nous avons jugé nécessaire, avec l'appui de M. le ministre du Travail et de la Fonction publique, François Bruno, de mettre en œuvre ce programme dans lequel nous allons faire venir les meilleurs experts nationaux et internationaux pour justement renforcer les capacités de nos cadres et agents publics. Pour l'INFP, cette action constitue un levier stratégique pour concrétiser les ambitions de Simandou 2040 en matière de gouvernance moderne. Un pas concret vers une administration publique plus moderne, plus efficace et résolument tournée vers le service aux citoyens. On enchaîne avec ce communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion et de la transparence du système de paiement des pensions, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale, informe les pensionnés non recensés de la zone spéciale de Conakry de la poursuite des opérations de recensement biométrique. Pour se faire enrôler, chaque pensionné doit se présenter à son agence d'assignation muni des documents suivants avant le 26 septembre 2025 à 17h. 1. Une pièce d'identité biométrique obligatoire, passeport, carte d'identité. 2. L'extrait de naissance sécurisé. 3. La fiche A, l'arrêté ou la décision de concession. Le ministère du Travail et de la Fonction publique appelle tous les pensionnés à se présenter dans les délais impartis afin d'éviter toute interruption de paiement de leur pension. En cas d'impossibilité de déplacement pour des raisons de santé ou de force majeure, des dispositifs spécifiques sont mis en place pour faciliter les opérations d'enrôlement à domicile. Pour les pensionnés assignés à l'intérieur du pays, un calendrier sera établi et communiqué dans un bref délai. Le ministère du Travail et de la Fonction publique sait compter sur la bonne collaboration de tous. Signé le ministre Faya François Abourounou. Dans le registre de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le ministre de l'Information et de la Communication a reçu ce jeudi les responsables des stations de radio rurales. Il a été question de leur remettre officiellement
le projet de nouvelle constitution. Tierno Ousmane Diallo. Avec son important réseau de radios rurales qui couvre tout le pays, le ministère de l'Information et de la Communication est en première ligne dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution et en invitant à Conakry les directeurs de l'ensemble des 38 stations de radio rurales, le chef de département de l'Information et de la Communication veut encourager ces acteurs de terrain et renforcer la dynamique en cours. Proche des populations paysannes et autrement appelées la voix des sans-voix, les radios rurales jouent un rôle crucial en cette phase de l'évolution de la transition. La radio de Guinée a déjà traduit et diffusé les 199 articles du projet de nouvelle constitution. Nos stations doivent continuer, selon le ministre de l'Information et de la Communication, à rediffuser ces différents articles pour le bénéfice des populations et s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. Il nous a demandé d'être très responsables par rapport aux échéances qui se présentent déjà, le référendum et les autres élections. On a promis de faire le maximum de nous-mêmes, respecter non seulement les instructions de vulgarisation et aussi être prêt pour tout ce qui est activité du référendum et les autres élections. Ces 12 derniers mois, les radios rurales ont bénéficié d'un accompagnement important pour leur redynamisation. De nouvelles stations ont été créées pour garantir l'accès à l'information au profit des populations à la base, conformément aux orientations du chef de l'État. Par endroits, des actions de rénovation et d'équipement ont été effectuées afin d'améliorer les conditions de travail des journalistes et techniciens, tout en élargissant les zones de couverture de ces médias de proximité. Nous, on nous recevait de l'ampérage qui ne satisfaisait même pas les bureaux, à fortiori les installations. Donc aujourd'hui, la première des choses, nous avons reçu des panneaux solaires. Panneaux solaires d'une quantité de 16 feuilles de panneaux solaires, plus ses accessoires, y compris aussi une consolette bien sophistiquée pour la radio rurale de Kerouané. Quand il venait, la radio rurale de Kerouané ne couvrait même pas le centre de Kerouané. Mais à date, la radio rurale couvre toutes les 7 sous-préfectures, y compris les autres sous-préfectures avoisines de Kerouané. Même la République chère de Côte d'Ivoire, nous sommes suivis aujourd'hui dans une des villes là-bas qui s'appelle Béliban. Donc ça, c'est l'actif de monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Si je prends Yomu encore par rapport aux investissements, ils avaient déjà commencé le nouveau bâtiment qui doit abriter la radio rurale de Yomu. Ils sont en train de faire les activités là-bas. Yomu avait assez de problèmes aussi par rapport aux émetteurs et ce sont des problèmes qui ont été résolus. La radio rurale qui vient de naître à Lola, c'est l'œuvre du Premier ministre. Donc, le gouvernement vraiment est en train d'accompagner la radio rurale dans toutes ses activités. Le ministre de l'Information et de la Communication a réaffirmé la détermination du CNRD à développer les radios rurales, des médias plus que jamais sollicités en cette phase de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La compréhension de ce futur texte fondamental de notre pays par les populations à la base est une des préoccupations du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble des membres du gouvernement. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre pour vous rappeler de votre rôle de couloir de transmission des informations crédibles à la communauté. Votre esprit de patriotisme doit s'affirmer en ce moment précis pour renforcer la paix, l'entente mutuelle et la quiétude sociale dans la cité. Cela nécessite une synergie d'action dans vos prises de parole sur les antennes. À l'unisson, nous pouvons réussir les futures échéances électorales dans notre pays. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer l'ambition de mon département. Le ministère de l'Information et de la Communication a renforcé les capacités techniques et opérationnelles de la radio rurale par les équipements de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, outre les moyens logistiques et le renforcement de capacités du personnel. À travers le pays, 38 stations de radio rurale émettent actuellement. Il y a un an, elles étaient une vingtaine. Les actions entreprises pour leur essor ces 12 derniers mois ont permis de leur redonner leur place dans l'environnement médiatique et dans le cœur des communautés qu'elles servent.
La campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution se poursuit. À Dixine, les citoyens réunis au sein de la coordination de la CAS se mobilisent pour informer et sensibiliser sur le contenu du texte. Ils ont aussi encouragé la mobilisation des recettes fiscales. Son assaillant. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution se poursuit à Dixine. Les citoyens réunis au sein de la coordination de la CAS se mobilisent pour expliquer les grandes lignes du texte, en particulier les 199 articles dans les langues locales. L'objectif, faciliter la compréhension du projet, promouvoir le civisme fiscal et encourager la mobilisation des recettes pour le développement du pays. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour expliquer le contenu du projet de nouvelle constitution à la population. C'est ce document juridique qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je salue l'engagement de la coordination de la CAS. Le contribuable qui paye ses impôts doit être rassuré que son impôt payé doit alimenter les caisses de l'État, les caisses de sa commune. Cette forte mobilisation vise à rendre le contenu du projet de nouvelle constitution accessible à tous en misant sur la proximité pour toucher le plus grand nombre. Vous, acteurs de développement de la CAS, vous avez pris pour pouvoir participer au développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, organiser un événement de ce genre, d'abord dans le cadre de discuter avec les responsables des impôts de Dixine, pour leur dire quelle est la nécessité de payer les impôts qui va directement dans les caisses de l'État et qui participe au développement de nos différentes localités. Donc à côté de ça aussi, ils ont en profité pour parler du projet de la nouvelle constitution. L'initiative est portée par la coordination de la CAS en collaboration avec la direction communale des impôts de Dixine. Elle s'inscrit dans une dynamique citoyenne et marque l'engagement de la population à accompagner les réformes pour une Guinée unie. De son côté, le préfet de Kissidougou s'est rendu dans la commune rurale de Gbangbandou pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Le grand marché de Kissidougou a constitué la première étape de cet exercice afin d'expliquer le contenu de ce texte fondamental. De Kissidougou, voici la correspondance de Souleymane Piaté et Moussa Bangoura. Le préfet de Kissidougou poursuit sa campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans les collectivités de sa juridiction. Ici à Gbangbandou, une des communes rurales de la préfecture, plusieurs articles ont été expliqués à la communauté. Et pour dire à la population de Gbangbandou que c'est pas politique, ça c'est purement guinéen. Il y a eu des innovations, il y a le Sénat qui est là, il y a la gratuité de l'éducation, la gratuité de la santé, l'administration locale, mais surtout les 30% des femmes. La compréhension de cette future loi fondamentale du pays est une obligation pour tous. Aujourd'hui à Gbangbandou, nous sommes franchement très contents face à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Comme nous le savons nous tous, cette vulgarisation c'est à l'intérêt de tout un Guinéen face à tout ce que la nouvelle constitution a prévu pour l'avenir radieux du Guinéen. Tous les districts seront vulgarisés à 100%. Même le dernier citoyen de Gbangbandou connaîtra le fond de la nouvelle constitution. Toute la communauté de Gbangbandou est très ravie, mais surtout les femmes, surtout pour les 30%. Nous sommes très contentes. Après la réception à la maison des jeunes, cap sur la prison civile, là, prisonniers et gardes pénitentiaires ont été aussi touchés par cette campagne de vulgarisation. La journée a été marquée par la rencontre des femmes au marché. Marchandes et acheteurs ont été tous édifiés. À l'instar donc de plusieurs représentations diplomatiques de la Guinée, l'ambassade de Guinée en Angola se déploie dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. C'est la matérialisation des instructions du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger. Il s'agit de permettre aux Guinéens vivant dans ce pays de s'approprier du contenu de ce texte de loi. Almami Kobele Keita, Amadou Touré.
À l'instar de leurs compatriotes vivant au pays, les Guinéens établis en Angola se sont massivement mobilisés pour cette cérémonie de sensibilisation et de vulgarisation sur le projet de nouvelle constitution. Une initiative de l'ambassade de Guinée en Angola conduite par l'ambassadeur Guinabou Saïfon Diallo. La Constitution est la loi fondamentale de l'État. Elle fonde notre vie ensemble. Elle structure nos institutions. Elle définit nos droits, nos devoirs, ainsi que les principes de gouvernance démocratique. Il est donc essentiel que chaque Guinéen et chaque Guinéenne en comprenne le contenu et les implications. C'est précisément l'objectif de cette campagne de vulgarisation, de permettre à chaque membre de notre communauté, y compris en dehors du territoire national, de s'approprier ce projet. Cette démarche, initiée par la représentation diplomatique de la Guinée dans ce pays, en rapport avec le Conseil des Guinéens d'Angola, a été facilitée grâce aux différentes communications effectuées dans les langues nationales parlées par la majorité de ses ressortissants. En outre, l'ambassadeur Guinabou Saïfon Diallo a, au cours de cette rencontre, donné les grandes orientations sur le processus de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. L'ambassadeur Guinabou Saïfon Diallo a aussi plaidé pour une plus grande vulgarisation du contenu de ces textes auprès des ressortissants guinéens qui n'ont pas pu prendre part à cette cérémonie. Et ce grand format ce soir sur le cours d'eau de Kilissi. À l'aube, Kilissi serpente encore au cœur de Kindia, offrant son eau aux habitants. Mais derrière cette image paisible, la rivière suffoque. Celle qui abreuve, nourrit et fait vivre la ville est à bout de souffle. Menacée par la pollution, l'urbanisation et la déforestation, Kilissi lutte pour sa survie et avec elle l'avenir de toute une population. Images et témoignages, Maïmouna Bella Diallo. Aux premières lueurs du jour, le fleuve Kilissi s'étire au cœur de Kindia. Ses eaux font vivre, nourrissent, désaltèrent. Mais derrière cette image paisible, la rivière en phase d'agonie. Ce cours d'eau est très important pour nous. Nous l'utilisons quotidiennement et beaucoup de femmes viennent faire la lessive ici. Et même les populations de Kindia-ville utilisent cette eau de Kilissi. C'était à la faveur du comité de pilotage de Kindia 4 et de son EA2 tenu le 27 février dernier à Frigagbe. Les riverains de la bande ont attiré l'attention sur la dégradation poussée du bassin du cours d'eau de Kilissi. C'est suite à ça que nous avons réuni tous les acteurs pour venir identifier des actions stratégiques, des actions adaptées afin de restaurer le bassin du cours d'eau de Kilissi. Parce que si cela n'est pas fait, disons dans 4 ans, Kindia ne serait plus approvisionné en eau potable. Depuis des décennies, Kilissi est la principale source d'eau potable de Kindia. Aujourd'hui, elle est menacée par les constructions anarchiques, l'agriculture intensive aux pesticides, la déforestation et l'exploitation minière. Les gens qui se réclament coutumiers de ces terrains viennent donner les terrains maintenant aux gens pour dire que c'est tel alors qui m'a donné la parcelle, mais nous ne faisons pas de plan. Parce qu'on ne fait pas de plan de masse pour les hors lotis. Nous avons invité tous les services techniques concernés afin que nous puissions donner les mains pour sauver, n'est-ce pas, notre cours d'eau Kilissi. À l'issue, n'est-ce pas, de cette recommandation, qu'on applique ça sur le terrain. Tous ceux qui sont le long, n'est-ce pas, des berges, vraiment doivent quitter. De 1972 aux années 2000, la Société des eaux de Guinée exploitait sereinement cette eau de Kilissi avec un débit constant et une qualité irréprochable. Si vous voyez que la SEG apporte les factures, distribue de l'eau à la population, c'est parce que ces cours d'eau existent. Mais si nous perdons ces cours d'eau de Kilissi, ça veut dire qu'on n'aura pas le nom de la SEG de Kindia. Donc au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, Guinée 44, pour maintenir toujours la SEG en vie. L'issue d'un comité de pilotage, il a été recommandé vraiment de travailler sur toutes les activités humaines sur le bassin versant, en l'occurrence les activités minières, l'agriculture, la déforestation, entre autres. Aujourd'hui, le visage de Kilissi change progressivement. Les berges reculent, l'eau se trouble et les pollutions s'accentuent. Face à l'urgence, ONG et autorités locales tentent d'agir ensemble.
En termes de déforestation, il y a des propositions concrètes déjà, la diffusion des foyers améliorés, le reboisement, mais surtout la protection des sites qui ont été reboisés. Et ça, c'est déjà des actions qui sont financées à travers les différents bailleurs de fonds. Et notre objectif, c'est vraiment de développer un projet à l'échelle dont on peut tenir compte de toutes ces thématiques-là. C'est de trouver les moyens pour restaurer l'environnement, les berges de Kélissi. En 2024, le chef de l'État a lancé une campagne de reboisement sur le site. Plus de 100 plants sont mis en terre pour redonner vie aux berges. Une première étape, mais le chemin à parcourir reste long. L'année dernière, pour la fête de l'indépendance, Doumbouya a donné 1000 plants, a autorisé, n'est-ce pas, au préfet de Kindia de reboiser 1000 plants, n'est-ce pas, d'essence locale. Et c'est effectivement ici nous sommes venus. C'est suite à ça vraiment, on a vu la pertinence, n'est-ce pas, de la protection, n'est-ce pas, de cet écosystème. C'est de rester, n'est-ce pas, dans l'esprit du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous, d'après notre constat, c'est de faire des notes, c'est de faire des plaidoyers, c'est d'attirer l'attention de l'autorité afin qu'ils viennent à notre secours. Tous les codes en parlent. Il faudrait que les lois soient appliquées à la lettre. Des solutions existent comme le respect du périmètre de protection, l'interdiction des activités polluantes, le reboisement massif et surtout l'implication des populations. Les populations de Moulouta font l'agriculture à partir des eaux de ce bassin. Si aujourd'hui l'homme est en train de faire des effets néfastes qui dégradent la nature, qui dégradent le bassin, il faut qu'on se retrouve. C'est pourquoi l'intercommunalité de Kindia a fait appel au Grand Kindia, les 4 sous-préfectures, afin de prendre des dispositions idoines pour sauver Kélissi. Kélissi n'est pas seulement une rivière, mais elle est toute une vie pour Kindia. Aujourd'hui, Kélissi murmure sa détresse. Demain, ce sera son silence et la soif d'une contrée entière. Restons dans le Kenya avec la tenue d'une rencontre des journalistes, des médias publics et privés sur les violences basées sur le genre, la prévention, la réponse aux abus et le harcèlement sexuel étaient au cœur de la formation. L'Organisation mondiale de la santé pilote les travaux. Et Asila nous en dit plus. Ici à Kindia, ces professionnels de médias et animateurs communautaires renforcent leurs compétences en matière de sensibilisation des communautés sur les violences basées sur le genre. Ce renforcement de capacité découle d'un constat de l'Organisation mondiale de la santé. Le constat a été souvent fait que lors des situations d'urgence, il y a des acteurs humanitaires qui profitent de la fragilité des communautés pour leur faire des échanges pas vraiment courtois, en réponse aux services rendus, souvent on abuse des communautés, particulièrement les jeunes filles, les femmes en situation de fragilité. Il est très important, face à cette thématique étant tous des professionnels de santé, que nous puissions nous lever en un seul homme, aider la communauté qui directement étant victime de cela, pour que nous puissions les amener à comprendre qu'ils ont leurs droits et qu'ils peuvent demander leurs droits. À cette rencontre, des techniques de communication sont mises à la disposition de ces participants. Ces outils devraient permettre à ces journalistes de se préparer pour une communication responsable et au respect des principes de prévention de toute forme de violence basée sur le genre. Cette session de formation initiée par l'OMS nous a vraiment permis d'approfondir nos connaissances sur ces concepts et la protection de la victime notamment, et le courage que chacun de nous doit avoir, que ce soit les médias, que ce soit les victimes, que ce soit les personnalités publiques, si jamais elles sont impliquées, sans oublier que c'est toujours des présumés coupables jusqu'à ce qu'une justice puisse établir, une justice impartiale puisse établir leur culpabilité. À travers une plateforme d'échange, ces journalistes bénéficiaires de cette formation travailleront en synergie avec l'institution onusienne afin de faciliter les remontées d'informations sur des cas de violence basés sur le genre.
Dans l'actualité encore, Kankan a accueilli cette année la campagne nationale de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine. Plus de 700 000 doses de vaccins sont mobilisées pour éliminer la maladie respiratoire à travers le pays. Les travaux sont coordonnés par l'unité mobile de santé animale pour protéger le patrimoine animalier de la République de Guinée. Le détail avec notre correspondant régional, Diamokaba. À la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage de Kankan, ce conclave du monde pastoral est un passage obligé. Chaque année, il annonce les couleurs de la campagne de vaccination contre la PPCB, une maladie respiratoire bovine. L'utilisation correcte des vaccins pour préserver la santé animale est l'une des grandes orientations de 2025. L'importance de la réunion, c'est de prendre toutes les dispositions idoines pouvant donner du succès à la campagne. L'élevage fait partie des secteurs stratégiques de l'économie de notre pays. À Foussé, dans la sous-préfecture de Karifa Mouria, le temps est donné. Dans ce vaste parc à bétail, les premières doses de vaccins sont administrées. Le but de l'opération, garantir la sécurité alimentaire en luttant contre les maladies qui affectent la santé animale. L'objectif principal de cette campagne de vaccination est de protéger notre cheptel contre ces maladies dévastatrices qui non seulement impactent la santé animale, mais aussi ont des répercussions économiques graves sur nos communautés, en particulier sur les petits producteurs et les éleveurs. Je lance un appel solennel à toute la communauté pastorale de Kankan et en particulier aujourd'hui Karifa Mouria pour qu'elle prenne conscience de l'importance de cette campagne et qu'elle participe activement et pleinement à la réussite des opérations de vaccination. Cette année, le ministère de l'Élevage a mis à la disposition de l'unité mobile de santé animale 780 000 doses de vaccins pour protéger le patrimoine animalier du pays. Par ailleurs, promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes à Farana, à l'Académie Fonfon a été officiellement lancée à cet effet. C'est une académie qui entend accompagner les jeunes de Farana dans leur formation professionnelle pour qu'ils puissent assurer leur épanouissement. RTG Farana, Ibrahima Oulim Fofana, Silati Kourouma. Cette nouvelle académie de formation des jeunes de Farana porte le nom de Adja Fonfo. Une héroïne qui s'était battue pendant près de 40 ans pour la cause de l'éducation et de l'émancipation de la jeunesse de la localité. C'est pour pérenniser cet acquis que Mamadi Fonfo Kamara, conseiller au Conseil national de la transition CNT, entend accompagner cette académie de formation. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer officiellement l'Académie Fonfo, qui est une organisation à vocation éducative et civique, dont l'objectif principal est d'aider, appuyer, accompagner, former et promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Farana. Parce que l'objectif recherché est dans 5 ans pouvoir créer une masse critique de jeunes intellectuels de Farana pouvant vraiment relever le défi. Au nom des autorités régionales et au mien propre, je voudrais exprimer notre engagement à accompagner cette initiative, à faciliter ses actions et encourager toutes les synergies possibles pour sa réussite. L'épanouissement éducatif et professionnel des jeunes sont mis en avant par l'initiateur. Ce conseiller au CNT veut de son côté contribuer à la promotion de l'excellence à Farana à travers des actes concrets. C'est un sentiment de fierté, de joie, mais surtout une responsabilité. Être ambassadeur d'une jeunesse qui veut se former, contribuer au développement de Farana. La responsabilité individuelle, l'excellence, la solidarité et l'engagement communautaire, ce sont 4 axes prioritaires de cette académie de formation. L'initiative est ainsi soutenue par les autorités de Farana à tous les niveaux.
Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir. Conformément aux dispositions du décret D 2022-05-26 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du vendredi 15 août 2025, Assomption, est déclarée férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête aux fidèles chrétiens de Guinée et du monde. Signé Faya François Bourounou. Journée porte ouverte ce jeudi à Manéa sur la décentralisation de l'état civil. Elle a permis aux autorités locales d'expliquer les services offerts par ces deux segments de l'administration et surtout les avancées enregistrées dans la refondation administrative. C'est la délégation spéciale de la commune de Manéa qui est à l'origine de l'organisation de cette journée. Alpha Isiagaba, Maïmouna Bela Diallo, Souleymane Kondi. Dans la commune de Manéa, c'est la journée porte ouverte sur la décentralisation, le développement local et l'état civil. L'occasion pour les autorités de rappeler les avancées enregistrées dans la refondation administrative et la construction d'une communauté plus résiliente. L'objet est d'expliquer à la population, à travers des séances, juste informer la population de ce que les différents secteurs leur apportent. Cette journée vise à favoriser des discussions, partager des solutions liées au développement de notre commune. Nous souhaiterons faire l'état des lieux. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, nous le faisons pour la communauté. À cette journée porte ouverte, le registre national d'état civil n'a pas été omis. Les autorités espèrent que désormais, cet instrument soit le fondement des infrastructures numériques, mais pas seulement. Pourquoi le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a pris le courage et le temps de mettre en branle cette affaire de digitalisation de l'état civil. La journée panafricaine de l'état civil et du développement local est une partie remise en soi. Aujourd'hui, la Guinée a atteint un niveau maximum de digitalisation, de numérisation et de logement du fichier de l'état civil pour en faire le Guinéen un être sérieux. Nous sommes là pour que la population sache l'état civil et donner les détails des actes effectués dans nos différents services. Surtout, on va essayer de les sensibiliser un peu en langue. Cette journée porte ouverte a permis d'expliquer aux populations de Manéa l'apport de la décentralisation dans le développement des communautés à la base. Sport, football, en plus bref et en image, championnat d'Afrique des Nations CHAN. Le Sili local va tenter de jouer sa survie ce vendredi dans la compétition face au Fennec d'Algérie. Une victoire va maintenir les poulains de Souleymane Camara Abedi en vie en attendant les résultats de l'autre rencontre de la poule entre l'Afrique du Sud et le Niger. Des images de nos envoyés spéciaux à Kampala, Djibril Camara, Mangamori Camara et Kabafodi. Je vous l'annonçais dans les titres, Coupe du monde de handball des moins de 19 ans. La Guinée poursuit ses matchs de classement dans ce tournoi qui réunit les 32 meilleures nations de handball. La Guinée était opposée ce jeudi aux États-Unis. Le Sili est sorti victorieux de cette rencontre avant d'affronter le Maroc pour clôturer ce tournoi qui a débuté depuis le 7 août dernier. Bintia Kondé, envoyé spécial. La Guinée domine les États-Unis, 32 buts contre 25, dans un match âprement disputé pour une place honorable au tournoi mondial de handball des moins de 19 ans. Une première victoire pour les jeunes Guinéens, mais plutôt précieuse, cela dénote leur progression dans le projet sportif établi par le staff technique dans la durée. On a vu notre progression le long de cette Coupe du Monde et c'est ça l'essentiel. Les garçons se sont battus, ils n'ont rien lâché. Et je suis fier pour eux. Pour revenir, on est des patriotes, on sait que voilà, on a un peuple derrière nous. Ces garçons-là méritent, ils se sont qualifiés. Donc c'est la finalité d'un cycle parce que maintenant ils vont passer U21.
Je voulais fermer cette boucle par une victoire et ils l'ont fait. Et c'est exceptionnel. C'est une rencontre que le Stili a abordée avec beaucoup plus de concrétisation et d'engagement qui ont relancé la Guinée au score après une première période presque serrée avec un but d'écart, 15 buts à 14. Depuis dans la tête, dans le bus, je me disais, bon là il faut que je me donne à fond. Il faudrait qu'au moins qu'on gagne un match avant de rentrer dans le pays. Donc de prendre du plaisir en jouant et puis de me donner à 100%. Et heureusement, ça a marché. On a fait ce qu'on avait à faire. On croit à 100% que nous allons faire de notre mieux encore et essayer encore de gagner 2 matchs de suite. Une première expérience d'apprentissage prolifique avec des matchs intenses contre des équipes de haut niveau. Ce vendredi 15 août 2025, le Stili va boucler sa Coupe du Monde face au Maroc dans l'espoir d'enchaîner une seconde victoire de consolation. Page noire, la Guinée vient de perdre un de ses dignes fils, Fodé Daouda Conté, fonctionnaire au ministère du Travail et de la fonction publique, est décédé à Paris. La levée du corps de l'illustre disparu a eu lieu ce matin à l'Institut légal de Paris et des ressortissants guinéens étaient venus lui rendre un dernier hommage. Reportage de Sekou Fernand Kourouma et Alia John Keita. C'est une atmosphère pesante à l'Institut légal de Paris. Parents, amis et certains collègues de travail viennent rendre un dernier hommage à Fodé Daouda Conté, dit Sifo, secrétaire général du syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la fonction publique. Décédé des suites d'une courte maladie, le défunt aura marqué ses collaborateurs par un attachement au travail bien fait, sa sensibilité sociale et sa promptitude à rendre service, des qualités qui lui ont valu son poste de chef du quartier Cameroun. Monsieur Fodé Daouda Conté Sifo est un jeune frère qui nous a pratiqué, il nous a aimés et respectés. Il a rendu d'énormes services à ses semblables avec respect. Il a rendu service à sa nation avec loyauté et dévouement. Et ce qui lui a permis d'occuper les hautes fonctions de responsabilité dans notre pays, non seulement dans son lieu de travail, mais aussi dans son quartier. Affligé par cette disparition, le ministre du Travail et de la fonction publique était représenté par la chef de cabinet à cette cérémonie de levée de corps. Une preuve que la mort de Fodé Daouda Conté laisse un vide au sein de sa famille de service. C'est vraiment avec un sentiment de tristesse et beaucoup d'émotions que je prends part à la levée de corps de notre collaborateur, frère et ami, car depuis près de 4 ans au ministère du Travail et de la fonction publique, j'ai eu la chance de côtoyer M. Sifo, comme on l'appelait tous d'ailleurs, tous les collaborateurs nous l'appelions comme ça. Et c'est un homme d'une grande bonté, très affable, au service de tous ses collaborateurs, au service de l'État guinéen, un haut commis de l'État qui s'en va. Et c'est vraiment quelqu'un que nous regrettons. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avions appris le décès de notre frère et collègue, M. Fodé Daouda Conté, le 20 juillet 2025 ici à Paris. Ce que je retiens de mon frère, il était humble, gentil, généreux. Et non seulement il n'a pas été là pour sa famille, il a été pour tout le monde. Donc je ne fais que prier aujourd'hui, je n'ai pas de mots. Après cette cérémonie, la dépouille de Fodé Daouda Conté regagnera Conakry par un vol régulier. Ici, parents, collègues et amis lui rendront un hommage mérité avant son inhumation. Que l'âme de ce serviteur infatigable de la nation guinéenne repose en paix. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.